Ouais, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont des joueurs du bac à sable. Ils ont vu qu'il y a un bac à sable. Ils ont vu que dans le bac à sable, il y a une pelle et un petit seau et une petite pioche. Ils vont dans le bac à sable et ils prennent la pelle, le petit seau et la pioche. Et puis, ils veulent construire une pyramide de Khéops. Il faut rater beaucoup dans la vie. Il faut rater beaucoup parce que si on rate beaucoup, c'est la preuve qu'on essaye beaucoup. Nous, aujourd'hui, on peut pas régater dans l'arène du muscle. Il faut qu'on régate dans l'arène du smart. Et on a meilleur temps, un peu comme l'ont fait les Chinois de DeepSeek, d'avoir des approches smart pour tuner, pour entraîner, pour peut-être sélectionner les données, changer les représentations. Enfin, il faut qu'on avance, on sait que c'est faisable. Bienvenue sur la chaîne Alpacity. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Lovis, médecin chef du service des sciences de l'information médicale au HUG, professeur et chercheur reconnu. Il va nous parler de ses nombreux projets numériques dans le domaine de la santé, du rôle essentiel du narratif dans le système médical et de sa vision sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Christian Lovis, bonjour. Bonjour Delphine, comment allez-vous ? Mais ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous raconter un petit peu votre parcours avant de rentrer dans le vif du sujet ? Mon parcours, c'est un parcours un peu chaotique. Et j'ai voulu étudier les mathématiques adolescent et puis... mes parents, enfin mon père surtout, m'a expliqué que les mathématiques, c'était pas un métier, que comptable, c'est un métier, que joueur de guitare, c'est pas un métier, mathématiques, c'est pas un métier, et que boulanger, c'est un métier. Et donc, j'ai pu faire des études parce que j'ai fait la médecine ça, c'est un métier. Et donc, j'ai fait la médecine pour affronter la deuxième catastrophe de cette histoire qui est que j'ai dû étudier à Genève. Pas que j'aime pas Genève, ça n'a rien à voir, c'est plutôt que venant du Jura bernois, Genève, c'était quand même le plus loin possible et imaginable. Et donc, ça me contraignait à vivre à Genève, ce qui coûte cher, ce qui posait plein de problèmes et tout ça et tout ça. Et donc, j'ai étudié la médecine à Genève. Et en parallèle, j'ai étudié l'informatique médicale. Et à la fin de mes études de médecine, j'ai fait de la clinique pendant une dizaine d'années. J'ai obtenu un titre de spécialiste en médecine interne et voilà, tout en faisant à côté de l'informatique et en m'amusant un tout petit peu. Et j'étais médecin adjoint en médecine quand mon patron m'a dit qu'il fallait que je parte aux États-Unis, que c'était un peu la troisième catastrophe. Je suis pas un gars téméraire. C'est vécu comme des catastrophes, alors. Oui, je suis pas du tout téméraire et aventureux, mais mon épouse, elle était très excitée de partir aux États-Unis. Et donc, et puis c'était une autre époque, les profs étaient des mandarins, avec tout leur côté négatif et leur côté positif. Donc quand ils misaient sur quelqu'un, ils misaient vraiment sur quelqu'un. Et donc ce professeur, qui était mon patron en médecine, le professeur Francis Waltogel, nous a payé, à mon épouse et moi, un voyage aux États-Unis de la côte Est à la côte Ouest, tout en visitant des amis à lui dans des centres réputés. Et mon épouse a choisi que nous irions à Seattle, et donc j'ai dit que nous irions à Seattle. Et là-bas, je ne savais pas trop que faire, en fait. J'ai fait un master en santé publique, et on y est allé avec notre fils qui venait de naître. Et puis, j'ai très rapidement pu travailler pour des organisations gouvernementales américaines qui sont dans le domaine du data, ce qui nous a permis de vivre pendant près de 2 ans dans des conditions assez favorables. Puis je suis revenu à Genève à la demande de mon ami Antoine Geisbuller, qui m'a confié les rênes, si je puis dire, du développement du dossier patient informatisé, des HUG, le DPI, enfin DPI plus aujourd'hui, mais enfin c'est devenu un adulte. Moi, quand je m'en suis occupé, c'était un embryon, puis un nouveau-né, puis un bébé quand l'informatique des HUG l'a pris en main. Mais donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Entre-temps,
j'ai eu un rêve. Je me suis dit, on va essayer de faire des machins où l'homme et la machine communiquent, enfin l'homme ou la femme. Enfin, un humain, une humaine et une machine, un machin, communiquent et se posent des questions et répondent aux questions mutuellement, etc. Et en 2002, sur la base de ce projet un peu Star Trek et complètement fou, j'ai obtenu un titre de professeur boursier pour des interfaces homme-machine avancées. Et j'avais plein de moyens pour développer ça et tout ça et tout ça. Et en fait, ça a été un échec retentissant parce qu'à l'époque, c'était juste un joli rêve irréalisable. Ouais. Et puis voilà, en 2010... j'ai pu monter mon propre service, le service des sciences de l'information médicale, avec une équipe que largement j'autofinance et ce qui nous procure beaucoup de liberté et des contraintes financières. Ça s'accorde bien. Voilà. Et puis voilà, en fait, c'est un peu mon parcours. Aujourd'hui, c'est un service qui a 15 ans, qui est arrivé à maturité et tout doucement, je m'approche de la fin de mon activité professionnelle dans le service public genevois. Et voilà, j'ai plein de plans pour la suite. Je ne vais pas prolonger la chose. Et c'est à peu près mon parcours. Un nouveau cycle, mais merci infiniment. C'est très beau. J'avais des questions un peu sur ces naissances de projets et notamment le dossier électronique du patient. C'est vrai qu'on entend parler de ces questions-là ou de ce projet, en tout cas, comme si c'était une évidence. Mais comment ça se crée un projet de cette ambition à cette époque-là? Est-ce que on se dit il y a de la donnée, il y a de l'informatique, on y va? Enfin, j'essayais de me replonger dans cette époque où la personne vous a dit: et si on faisait un dossier électronique du patient? Numériser le dossier patient, c'est né avec l'informatique. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle et originale. Et je pense que c'est un tout petit peu comme l'astrophysique qui probablement est née le jour où des humains ont regardé le ciel et il y avait des machins dans le ciel. Et ils se sont dit, c'est Dieu, c'est magique, c'est je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est les reflets du monde, c'est des âmes qui volettent. Et il y a des mythes avec Nut en Égypte qui veut séparer les dieux des humains qui se battent et qui se séparent en fait l'humanité des divinités. Et les divinités sont dans le ciel, les humains sont sur la terre. Et je pense que les projets, ils naissent de gens qui sont un peu fous et qui pensent que on peut réaliser l'impossible et qui réfléchissent pas aux problèmes que c'est d'essayer de résoudre des problèmes impossibles à résoudre, mais qui simplement imaginent un monde dans lequel ce problème serait résolu. Et sur cette lueur dans l'obscurité, il fonce dans l'obscurité sans faire attention aux récifs, aux vagues et aux monstres qui l'animent. C'est ce qui s'est un peu passé pour ce dossier électronique du patient. C'est rempli justement de vagues, de reliefs, je pense que c'est comme ça que ça se passe pour tous les projets qui sont un peu de ce genre. C'est ce qu'a dû vivre Galilée, c'est probablement ce qu'ont dû vivre beaucoup de gens dans leur vie qui ont des idées un peu folles. Et puis, la chance, c'est pas d'avoir une idée un peu folle, la chance, c'est de pouvoir essayer de la réaliser. Et puis, ce que ça m'a appris aussi dans ma vie, c'est que, et c'est une devise Shadok, je la dis pas très exactement, mais enfin pour celles et ceux qui se rappellent des Shadok, enfin ça fait un peu partie de ma culture, mais elle est vieillissante. Mais c'est une devise qui en substance dit il faut rater beaucoup dans la vie. Il faut rater beaucoup parce que si on rate beaucoup, c'est la preuve qu'on essaye beaucoup. Et si on essaye beaucoup, on a des chances qu'on réussisse un peu. Donc si on veut réussir un peu, il faut rater beaucoup. Et c'est quelque chose qui est un fondamental de l'évolution de la vie sur la Terre,
Ce fondamental, c'est la mutation. S'il n'y avait pas eu de mutation, il n'y aurait aucune évolution de la vie et des organismes vivants. Puis les mutations, c'est un truc qui est un peu fou. C'est une erreur de copier-coller. Et c'est une erreur de copier-coller qui crée la diversité de la vie sur la Terre et qui fait qu'il y a aujourd'hui de la vie sur la Terre. Et ça veut dire qu'on doit essayer non pas de tolérer les erreurs, mais valoriser les erreurs. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas commun dans nos cultures. Peut-être dans d'autres régions du monde où c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que chez nous, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment ancré? Je ne sais pas. Ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est de ne pas stigmatiser l'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à tolérer l'erreur, on est arrivé à ne pas la punir. Mais là, moi, je parle de l'étape d'après. Il faut la valoriser. Il faut être fier des gens qui se plantent. Parce que s'ils ne se plantaient pas, on n'avancerait pas. Pour le coup, ce dossier, il a quand même du sens aujourd'hui. J'imagine qu'il arrivera à voir le jour et qu'on arrivera à se mettre d'accord, peut-être avec des avancées technologiques ou des générations futures. C'est quoi un petit peu, selon vous, l'avenir de ce dossier? Moi, je ne m'occupe plus vraiment du dossier patient informatisé, à vrai dire. Ça fait 15 ans qu'il y a des tas d'autres gens qui s'en occupent et puis ça avance son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il y a des grands défis à relever encore aujourd'hui qui sont des défis moins technologiques que régulatoires ou culturels. Régulatoires parce que je pense que on ne va pas pouvoir construire un dossier patient, en tout cas techniquement, l'outil, le logiciel. Il ne va pas y avoir un dossier patient unique, mondial. Que les dossiers informatisés, c'est des systèmes qui doivent évoluer. C'est un peu le système nerveux d'un système de santé, le dossier électronique. Donc, il doit évoluer avec l'évolution du corps. Si on coupe un bras, il ne faut pas qu'il y ait de douleur fantôme. Mais s'il y a un bras qui pousse, il faut qu'on ait de la sensibilité et de la motricité. Donc, il doit évoluer avec l'évolution de la médecine et du système de santé. Et donc, c'est des systèmes qui seront obligatoirement en changement perpétuel, évoluant perpétuellement. Et il faut penser à ces systèmes de cette manière. Et ce n'est pas la norme de les penser de cette manière. Comment ils s'organisent aujourd'hui? Quel est le rapport du système de santé avec les données? Est-ce qu'on a des bonnes données en Suisse? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Comment ça s'est passé un petit peu, cette histoire de récolte de données et d'exploitation de données? Alors, la récolte et l'exploitation des données en Suisse, c'est une question compliquée. Il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Je dirais qu'évidemment, elle dépend beaucoup de la numérisation du système de santé. Plus le système est numérique, plus on récolte naturellement de données. Mais elle dépend aussi beaucoup de l'intention qu'on veut faire porter par ce système de santé. Et on a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que l'acquisition de données par les professionnels de santé est représentée pour une partie par les données qui sont importantes pour la prise en charge des patients en termes médicaux ou médico-soignants, et pour une part plus importante par des tas d'autres choses, comme la logistique de soins, la planification des soins, les registres, la recherche, la facturation. Il y a plein d'autres buts qui sont objectifs, qui sont poursuivis par cette récolte de données, et que dans le fond, cette récolte de données, on peut aujourd'hui évaluer son coût, et il est élevé, parce que c'est un temps significatif. Alors après, on le nomme différemment. Il y a des batailles corporatistes autour du fait que c'est des coûts administratifs, mais en fait, c'est juste des coûts qui sont liés à faire fonctionner le système de santé. Et ces coûts, ils sont de plus en plus portés par les professionnels de santé, dont c'est dans le fond pas le métier, et donc ils produisent des coûts importants dans le système de santé qui sont dont il est peu tenu compte quand on parle des coûts. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ces données, elles sont un peu enfermées dans des silos de données
où les systèmes, pour des tas de raisons, pas juste techniques, mais aussi de marché captif, de culture, de représentation de l'information, de sémantique, sont dans des espèces de silos qui sont très peu communicants. Et les barrières légales à transférer des données si on lève ces barrières légales, ça ne va pas améliorer beaucoup les choses. Et on a vécu ça au début du Covid, où la loi sur les pandémies levait beaucoup de barrières légales au transfert de données, et où on a tous le souvenir du chaos informationnel de l'OFSP, de l'OFS, de la Confédération, des cantons, de tous les acteurs, en fait, parce que les données étaient pas interopérables, finalement pas si accessibles que ça, même qu'il n'y avait plus de barrières juridiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, on se protège beaucoup derrière l'argument juridique. C'est un point intéressant, ouais. Mais en fait, c'est pas le vrai problème. Parce que même quand il n'est pas là, ça va pas mieux. C'est qu'il y a autre chose. Donc voilà. J'avais ce que vous dites me fait penser, on fait toujours un petit décryptage d'actualité. J'aurais aimé avoir votre avis sur, et aussi un point de vue plutôt américain, sur les derniers investissements d'Amazon dans la santé. Donc les big players prennent de plus en plus de place, en tout cas s'intègrent, souhaitent utiliser le marché de la santé pour différentes raisons et notamment des bénéfices. Je voulais avoir votre avis et voilà, j'y vais. Il propose un abonnement qui est de 9 $ par mois avec un accès illimité à des médecins en ligne, plus prescription de médicaments. Ce qui est un peu dérisoire. Alors bien sûr, il ne voit pas la personne, c'est en ligne, mais c'est 9 $ par mois. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce système de santé qui semble plus qu'abordable, mais qui ne s'inscrit pas dans un système social, mais vraiment par une entreprise, un big player de la tech américaine qui vient proposer un service de santé? Bon, je ne sais pas très bien comment ce service est applicable dans les pays, dans les cantons, si on prend la Suisse, puisque pour pouvoir prescrire, etc., il faut avoir un droit de pratique. Pour que ce soit remboursé, la prescription, par exemple, indépendamment de la consultation, si vous voulez que votre médicament soit remboursé, l'insuline, par exemple, il faut que le prescripteur, qui doit avoir un droit de pratique en plus, ait un droit de facturation à la malle. Donc, c'est pas obligatoirement un type dans le Texas qui peut faire ça. Donc, je sais pas dans quelle mesure c'est valable pour la Suisse, en tout cas en termes de couverture d'assurance et de légalité, de validité d'une prescription. Maintenant, il faut pas se leurrer. La santé, c'est en tout cas de la manière dont c'est construit dans certains pays comme les États-Unis et la Suisse, c'est un marché libéral. C'est indépendamment même qu'il y ait une partie sociale du financement de la santé en Suisse, ça n'en reste pas moins un marché qui est un marché libéral pour une part et régulé pour une autre part. Et la régulation, elle peut être plus haute, elle peut être moins haute. Il n'en reste pas moins que c'est un marché libéral dans lequel tout est mis en place pour essayer de mettre en compétition les acteurs. Et puis ensuite, cette compétition, elle fonctionne ou elle dysfonctionne. Et puis, on peut dire qu'en Suisse, aux États-Unis, la partie compétition du marché dysfonctionne, ce qui fait que... voilà, mais le marché libéral, il fonctionne assez bien parce qu'avec... 4-5% de croissance continue en Suisse depuis les années 90, on ne peut pas se plaindre. Si on avait la même croissance et si on avait le même déterminisme dans la croissance pour l'industrie des machines, tout le monde s'en féliciterait. Donc, c'est un peu une manière biaisée de juger du système, je dirais. Après, si des gens mettent en place un service qui permet d'accéder à un avis médical en ligne et que ce service, il est proposé comme un service payant
et puis qu'il y a des gens qui achètent ce service payant, puis qui sont contents ou pas contents. S'ils sont mécontents, ils vont assez rapidement annuler leur abonnement. Et s'ils sont contents, ils vont garder leur abonnement. Puis Amazon, on verra dans une année si leur système est toujours disponible, c'est que ça marche financièrement. Puis si c'est plus disponible, c'est que ça marche pas financièrement. Et dans l'histoire, on a quand même l'exemple de Google avec Google Health et de Apple qui ont fait des aventures similaires et qui ont arrêté. Ce qui veut dire que les règles du marché, en tout cas pour ça, fonctionnent. Et si ça donne satisfaction à la population et aux patientes et patients, ça veut dire que ça donne satisfaction. Pourquoi s'en passer? C'était plutôt... Est-ce qu'on ressentait déjà alors, je sais que le système américain de santé, il n'est vraiment pas idéal et il est très divisé. Avec les coûts de la santé qui augmentent aussi en Suisse, il y a de moins en moins de complémentaires, par exemple, qui sont prises. Je me demandais s'il n'y avait pas un signal un peu faible de quelque chose qui devrait nous alarmer ou nous faire réfléchir sur l'évolution de ce système de santé. Bon, je pense qu'il faut s'alarmer sur l'évolution du système de santé. Puis je trouve que les signaux, ils sont assez forts quand même. Mais je ne suis pas sûr que les défis, en tout cas pour le système de santé suisse, viennent d'un Amazon ou d'un Google qui offre des machins. Je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter, d'autres pas. Et puis, soit c'est utile, soit pas. Et ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui, moi, en tout cas, m'alarme le plus. Dans le système de santé, je pense que dans le système de santé, ce qui m'alarme le plus aujourd'hui, c'est, dans le fond, la diminution progressive et quasiment inéluctable de la vision solidaire du système de santé. Et je pense qu'elle était défaillante dès le début. Le fait que simplement les femmes payent plus que les hommes parce que les femmes sont enceintes, c'est un problème sérieux dans un système de santé et dans un pays qui a en plus une évolution démographique qui est quand même bien en panne. Donc si en plus on punit les femmes enceintes, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de crèche, on paye plus cher, ça devient terrible. C'est pas encourageant. C'est pas du tout encourageant, non. Donc je pense qu'on doit veiller à conserver des systèmes qui sont des systèmes solidaires pour un certain nombre de choses, absolument, et se battre pour absolument. Et notamment, il y a l'éducation dedans. Moi, j'aimerais pas être... j'aurais jamais pu étudier si on était dans un système américain et tout ça. Donc, je pense que l'éducation en fait partie, la santé en fait partie. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles il ne faut pas négocier. Qu'il faut protéger. Je vous ai beaucoup entendu sur les sujets d'intelligence artificielle. Et notamment, il y a plusieurs années, au Digital Health Connect dans le Valais. C'est là où je m'étais dit, oh là là, il dit plein de choses très intéressantes, Monsieur Lovis. Comment ça a été vécu, cette arrivée pas arrivée parce qu'il y en avait déjà, mais toute cette émolution, oui, peut-être, autour de l'intelligence artificielle générative il y a 2 ans avec ChatGPT, etc. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était drôle, fun? Vous vous êtes tout de suite jeté dessus? Est-ce que pas d'intérêt? Alors, bon, l'intelligence artificielle, je vais mettre ça entre guillemets, mais j'en fais depuis 20 ans. Oui. Mais il y a 20 ans, évidemment, il n'y avait pas toutes ces approches qu'on a maintenant avec les réseaux de neurones, les encodeurs, les transformers et tout ça. Il y a 20 ans, on faisait de l'intelligence artificielle avec des systèmes experts, avec des automates à état fini, avec du raisonnement symbolique, avec de l'apprentissage machine, mais plus traditionnel ou probabiliste. On faisait du traitement du langage naturel avec des moteurs de règles, avec des approches statistiques. Donc, c'était une autre planète. Et vraiment, quand notamment les transformers ont débarqué, les encodeurs, on avait déjà depuis un petit moment 2-3 doctorants dans l'équipe qui s'amusaient avec des BERT et des choses comme ça, qui aujourd'hui ont l'air d'être des mammouths à côté des nouveaux outils. Mais les transformers, c'est quelque chose qui a
qui m'a véritablement transformé. Secoué. Non, mais vraiment transformé. J'ai failli le dire, puis je me suis dit non. Secoué. Mais secoué parce que j'aime le langage, j'aime les langues, j'aime le français, je suis amoureux du français. Puis je me disais, mais non, mais en lisant comment ça marche avec ces fenêtres, avec ces tokens, avec la spatialisation, la vectorialisation, je me disais, mais non, c'est pas possible qu'avec un truc aussi con, on soit... Enfin, c'est comme un type qui secoue un livre sur la table, il y a des tas de lettres, et puis il compte les lettres qu'il y a dans les tas, il fait des petits tas de lettres par page, et tout ça, il fait des... Et puis il comprend l'histoire. Je disais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Ce truc, c'est n'importe quoi. Et je n'arrive pas à imaginer comment c'est possible, et j'arrive toujours pas d'ailleurs, à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, force est de constater que quand on chatte avec ces outils, et je suis un gros utilisateur de ces outils, c'est miraculeux. Enfin, c'est un truc qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc vraiment disruptif là-dedans. Et donc c'est un peu ça que j'ai vécu, quoi. Une espèce d'un grand scepticisme, enfin, genre, encore des ingénieurs qui font des trucs complètement idiots, mais comment c'est possible qu'avec des vecteurs, enfin, Rabelais, Montaigne, enfin, je sais pas, Baudelaire, enfin, comment c'est possible que... Non, c'est n'importe quoi. Et puis force est de constater que les moteurs génératifs, ils ont un pouvoir génératif qui est absolument disruptif. Maintenant, je pense que ce qu'il faut garder en tête, enfin en tout cas moi, les deux choses que je dirais, c'est que dans le fond, c'est très étonnant, encore plus que ce soit leur pouvoir génératif, parce que dans le fond, la génération, c'est la création. Donc, il touche un domaine de l'esprit humain qui est la créativité, dont on se dit que ça, c'est intouchable. Donc, ils sont très forts dans un domaine dont on pensait qu'il se serait le dernier bastion que l'IA dont l'IA pourrait s'emparer. Et par ailleurs, eh bien, ce sont des moteurs génératifs. Et donc, ils génèrent. Ce ne sont pas des moteurs cognitif. Et j'étais très heureux de lire un interview de Yann LeCun, là, à Paris, il y a quelques jours, qui disait en substance ça, qui soulignait la richesse ou la puissance générative des IA actuelles et leur faiblesse, pour ne pas dire absence, de compétences cognitives. Et qui, dans cette interview, en tout cas, disait que lui travaillait sur des systèmes cognitifs et que d'ici, si je me rappelle bien, 5 à 10 ans, s'il arrivait à construire des systèmes cognitifs qui ont la compréhension du monde d'une souris ou d'un rat, ce serait un immense succès. Et je crois, c'est des choses qu'on teste aussi dans mon équipe, il y a une véritable différence entre les compétences génératives des IA actuelles et les compétences cognitives. Et on a d'innombrables exemples pour le démontrer. Notamment la courbe d'apprentissage. Alors après, ça, c'est encore autre chose, je dirais. Il me semble que Yann LeCun en parle aussi dans ses objectifs de 10 ans, d'apprendre à la machine rapidement à faire quelque chose qu'un enfant, en fait, de 4 ans comprend en ne voyant qu'une seule fois. Alors, malheureusement, je dirais, beaucoup d'articles qui comparent les LLM aujourd'hui regardent la performance de l'IA, sa performance maximale, sa capacité à faire quelque chose qu'on croyait réservé à l'humain, ou à répondre à des questions, ou à produire des textes, ou à résumer des textes, la performance maximale de ce système.
ce que très peu de gens font, c'est de comparer et d'évaluer quelle est une sorte de mélange entre combien de temps, combien de données, combien d'énergie, combien de puissance de calcul il faut pour atteindre ce plateau de performance. Et aujourd'hui, les gros IA qu'on utilise, elles ont une dépense en quantité d'énergie, quantité de GPU, de processeurs, de temps et de quantité de données qu'il faut pour les entraîner, qui est juste... c'est gigantesque. Ouais. Et quand on regarde pour ces entraînements de modèles, je regardais ça il y a quelques jours pour une présentation. Justement, j'ai été voir combien de GPU on a en Suisse, combien de GPU il y a à l'EPFL, à Alps, qui est notre cluster de calcul, ou au HPC de Genève, etc. Puis j'ai trouvé dans le Financial Times le nombre de H100 qui a été acheté en 2024 par des gros acteurs du domaine comme Microsoft, Google et Amazon, je crois. Et les chiffres sont juste... Enfin, c'est vraiment pas la même ligue. On arrive à 5 à 10 000 GPU en Suisse, y compris Alps et tout le monde. 10 000 au grand maximum, probablement plutôt plus proche de 5 000 que de 10 000. Et l'an passé, Microsoft, à lui tout seul, a acheté 480 000 GPU. Et c'est juste... C'est des multiples. Et c'est juste ceux qu'ils ont achetés l'an passé. Donc, c'est des chiffres qui sont... on n'est pas dans la même ligue. Et ça rend, en tout cas pour moi, dérisoire les tentatives qu'il y a en Suisse de faire avec ces techniques, avec la manière de faire qu'on a aujourd'hui, de construire des modèles, foundational models en médecine ou en n'importe quoi. Je pense que nous, aujourd'hui, on peut pas régater dans l'arène du muscle. Il faut qu'on régate dans l'arène du smart. Et on a meilleur temps, un peu comme l'ont fait les Chinois de DeepSeek, d'avoir des approches smart pour tuner, pour entraîner, pour peut-être sélectionner les données, changer les représentations. Enfin, il faut qu'on avance. On sait que c'est faisable. Et il faut qu'on avance parce que le cerveau humain, et il y a des exemples de ça. Je crois qu'on en avait parlé une fois, vous et moi déjà, avec cette étude des enfants au Children's Hospital à Boston, où ils ont regardé combien d'images et combien de temps il faut pour des enfants de 12 ans pour apprendre à reconnaître un pneumothorax. Et c'est moins de 50 images et moins d'une heure. Et ils ont la même performance que les radiologues et que les IA. Alors que pour entraîner les radiologues et les IA, il faut beaucoup plus que ça. Les radiologues, ça se comprend parce qu'ils doivent reconnaître tout, et les pneumothorax et distinguer. Pour la plupart des IA, ils doivent reconnaître que le pneumothorax, mais au milieu de beaucoup d'autres choses. Mais n'empêche qu'on a des capacités d'apprentissage qui sont infiniment meilleures et plus rapides que les IA actuelles, et que probablement un des domaines où Yann LeCun, je ne me rappelais plus qu'il en parlait, mais ça ne m'étonne pas, vu le personnage, un des endroits où où tout le monde peut marquer des points, et l'Europe et la Suisse pourraient marquer des points, c'est d'avoir des approches qui permettent de rendre la courbe d'apprentissage beaucoup plus pentue. Donc, ce serait dévier un petit peu le sujet autour de ces réglementations, de ce rapport qu'on aurait avec les États-Unis sur quelque chose de beaucoup plus smart, sur l'utilisation même de ces technologies pour des applications qui auraient de la valeur pour les patients, pour les médecins et pour les humains de manière générale. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont des joueurs du bac à sable. Ils ont vu qu'il y a un bac à sable. Ils ont vu que dans le bac à sable, il y a une pelle et un petit seau et une petite pioche. Ils vont dans le bac à sable et ils prennent la pelle, le petit seau et la pioche, et puis ils veulent construire une pyramide de Khéops. Et nous, aujourd'hui, on a ça, on peut utiliser ça, sauf que c'est un tout petit bac à sable et une petite pelle et une petite pioche et un petit seau. Et ils croient qu'avec ça, on peut faire la pyramide de Khéops. Eh bien non, on peut faire une petite pyramide de sable. Oui.
Un petit pâté, on dit aussi. Un petit pâté. Je reviens juste, vous aviez parlé de cette collaboration humain-machine. Est-ce que l'IA a recréé des nouvelles pensées sur cette manière de collaborer ? Pas l'IA, je dis LLM ou ces gros centres de calcul qui permettent de gérer le langage. Voilà, c'était plutôt ça, cet accès au langage par les machines. Est-ce que ça a fait renaître en vous des idées de collaboration homme-machine dans le milieu de la santé ? Oui, moi j'ai plein d'idées. J'ai 500 idées par jour, mais il y en a une de bonne par année. Donc, des idées, oui, je crois qu'il y a tout le monde qui a des idées. Aujourd'hui, tout le monde essaye de jouer à des idées avec ça. Je crois que, pour moi, un des points qui est vraiment très important, c'est que les LLM ont réhabilité le langage. Mmh. Le langage, c'était vu du monde de l'ingénierie, du monde des dossiers patients informatisés, mais du coup de l'épidémiologie, de la santé publique, des autorités politiques. C'était vu comme un ennemi. D'un côté, il y a le tas des données structurées, des chiffres et des catégories, et des petits oui, des petits non, des petits boutons qu'on presse, et des checkbox, et des radio buttons, et de tous ces trucs-là. Et puis ça, c'est bien. Ça, on a des modèles de données, on a des types, on sait de quoi on parle. Puis de temps en temps, on tolère un texte qui est autre, qui peut pas faire plus que 30 caractères de long et tout ça. Puis de l'autre, on a des trucs de la poésie. Des gens qui écrivent des histoires, et c'est long, et c'est illisible, et c'est incompréhensible. Enfin bref, ça s'appelle non structuré. Mmh. Et le non structuré doit disparaître. Et tout à coup, avec les LLM, eh bien, c'est le non structuré qui a de la valeur. Et tout à coup, le non structuré devient important. Mmh. Le texte devient important. Et puis ça, c'est pas la seule chose. Je vous rappelle qu'on a vécu le Covid. Mmh. Vous avez peut-être oublié. Hein. J'avais oublié, ouais. Ouais, c'est bien d'oublier ça. Il y a eu le Covid, et le Covid, ça a été le Covid aigu qu'on a tous vécu, et c'est aussi le Covid long. Puis le Covid long, ça a été une chose qui n'existait pas avant le Covid, et c'est une chose qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas de narratif. Et il y a des gens, notamment dans l'arc lémanique, au CHUV et à Genève, au HUG, qui ont travaillé beaucoup pour créer un narratif du Covid long. Et ce narratif, ça crée une histoire qui crée quelque chose qui permet aux patients de s'identifier à une maladie, comme on s'identifie à avoir la grippe. Enfin, avoir la grippe, c'est pas saigner des oreilles. Si on saigne des oreilles, on n'a pas la grippe, il y a autre chose. C'est peut-être une otite, on ne sait pas, mais c'est pas la grippe. Non. Quoi, tu saignes des oreilles? Non, c'est pas la grippe. On s'identifie à des histoires et on a tous, il n'y a pas besoin d'être médecin, mais on a une sorte de narratif de ce que peut être le cancer du poumon, de ce que peut être le cancer du sein, de ce que c'est le cancer du sang chez un enfant. Et on a des images et on a un narratif dans la tête, une histoire. Mmh. Et pour le Covid long, il n'y avait pas ça du tout. Ça n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, pour beaucoup de patients qui ont interagi avec le système de santé au début du Covid, le Covid long, c'était un truc un peu psy. C'était des gens qui racontent des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ça rentre dans aucune histoire de la médecine. Donc ces personnes qui ont des Covid longs, en fait, derrière Covid, on met tout un tas de ressentis, de maladies, où on ne pose pas de nom, mais on appelle ça Covid long. Covid long, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. C'est c'est un syndrome compliqué qui a des traces biologiques, des traces immunologiques, des traces de symptômes qui durent un certain temps, plus long chez les uns, moins long chez les autres, qui peut avoir des conséquences dramatiques, des insuffisances cardiaques, des tas de choses, et qui est une entité médicale qui existe. Mais en mai, en juin, en septembre 2020,
cette entité médicale, elle n'existait pas. Il y a des gens qui se plaignaient qu'ils avaient du brouillard dans la tête, qu'ils étaient essoufflés en montant 5 marches d'escalier alors que pas avant. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qui avaient l'air d'avoir ni queue ni tête. Et puis ces gens, ils n'avaient rien à se raccrocher. Les professionnels qui les voyaient ne pouvaient raccrocher ces choses à rien. Et c'est terrible, exactement. Et en fait, c'est clair qu'en cochant des cases dans un formulaire, les formulaires et ces données structurées étant orientées vers des choses qu'on connaît, et c'est parce qu'on les connaît qu'on peut faire un formulaire, les choses qu'on ne connaît pas, elles ne sont pas dans le formulaire, puisque justement on ne les connaît pas. Et donc, ce n'était pas possible de documenter correctement avec des systèmes structurés ces syndromes qui se sont avérés être le Covid long et qui aujourd'hui sont une entité médicale définie et reconnue et qui inquiète. Et je pense que c'est notamment ça, le Covid, a redonné un peu de l'énergie aux gens et aux médecins, aux soignants qui se battent pour avoir plus de narratifs dans la médecine, mais aussi les LLM. Tout à coup, les textes, les narratifs sont accessibles. Non seulement ils sont accessibles en termes analytiques, on peut les analyser, mais ils deviennent une ressource précieuse. Ils ont de la valeur. Et aujourd'hui, les grands de la Silicon cherchent désespérément à pouvoir accéder à des histoires de patients. En quoi c'est important aussi l'histoire justement de ce patient, ce narratif au sein du milieu aussi hospitalier? On le disait tout à l'heure, à travers ce Covid, on a compris cette importance du narratif pour les médecins, mais aussi pour motiver peut-être les nouvelles générations à je ne peux pas utiliser ce mot, mais je le dis, c'est avoir du sens dans ce que l'on fait. Est-ce que ce narratif participe en fait à l'envie de se lever tous les matins et puis de faire le métier qu'on a envie de faire? Oui, alors moi, je pense ça, oui, c'est vrai. Je pense que l'envie de faire ce métier, on l'a indépendamment du narratif à la base. On a plutôt un idéal, c'est un idéalisme ou une imagination de ce que c'est que le médecin. Et puis on se lance dans les études, on passe par le hachoir de la première année, en tout cas dans certaines de nos universités en Suisse. Puis il y a les survivants, généralement une cohorte de gens quand même un peu sélectionnés, plutôt compétitifs, plutôt... plutôt des warriors. Et puis voilà, on fait ses études, puis un jour on est docteur, on est le médecin, enfin en tout cas on est un médecin. Puis là on découvre une nouvelle réalité, c'est généralement un deuxième hachoir, le hachoir du début de l'internat. Et puis là, très clairement, quand on voit le taux de gens qui abandonnent le métier dans les 2-3 ans qui suivent l'obtention de leur diplôme, en tout cas dans l'arc lémanique, qui est quand même des chiffres qui sont inquiétants, et qu'on essaye de comprendre pourquoi pourquoi ces gens qui dans le fond, ils ont leur diplôme de médecine, enfin c'est quand même génial. C'est pas rien, c'est beaucoup de temps, d'années. Ils ont investi, ils ont souffert pour pas dire autre chose. Et là, ils abandonnent. Mais pourquoi? Et dans les éléments qui reviennent souvent, la perte du sens de leur métier est souvent nommée. Ils ont l'impression de travailler trop, d'être d'une certaine sorte robotisé, si je peux utiliser ce mot, dans le sens où il y a beaucoup trop de procédures d'administratif. Ouais, ils se plaignent de tout ça. Ils se plaignent vraiment d'une perte de sens, d'une activité qui est envahissante à 100% de leur vie. Ça, c'est pas nouveau en tant que médecin. Oui, mais ce qui a quand même beaucoup changé, en tout cas, je pense, c'est que, en tout cas, moi, quand j'étais un interne, puis chef de clinique, puis enfin au HUG, je travaillais dans les chiffres, notamment une étude qui a été publiée par le CHUV en 2017,
ils travaillent 12 heures par jour. Les internes de médecine, ben, c'était comme nous, on travaillait aussi 12 heures par jour. Ils ne travaillent pas plus d'heures que nous. Mais ils travaillent, ils font moitié du temps, presque la moitié du temps, c'est de l'administration. Et moi, franchement, je n'ai pas du tout souvenir que j'ai travaillé un tiers, un quart de mon temps pour faire de l'administration. Oui, je restais sûrement 1 heure de plus le soir pour faire des machins administratifs. Enfin, c'était 1 heure sur 12. Ça, c'est quand même, on est loin de 5 heures par jour ou 6 heures par jour. Je trouve ça énorme. Hein. J'ai du mal à le croire. À le croire, ouais. Oui. Ouais. Et ça, c'est démotivant de toute façon pour n'importe qui. Je pense que c'est démotivant, oui. Mais aussi, il faut savoir qu'on est quand même dans un système où on dit, alors moi je ne connais pas exactement les chiffres pour Tarmed et tous ces trucs-là, parce que je ne facture pas, je n'ai pas de patient. Mais enfin, si je me rappelle bien, une consultation, c'est tant de minutes, 20 minutes ou je ne sais pas quoi. Puis après, c'est tant de francs par 5 minutes, mais il faut justifier les minutes qu'on met en plus, puis etc. Mais enfin, on ne peut pas d'un côté se plaindre que les relations patients-médecins deviennent étriquées, puis de l'autre, dire qu'elles sont limitées dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas supportable. Hein. Est-ce que, alors je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que la technologie peut tout régler, mais ça participe quand même souvent à certains changements. Comment on pourrait transformer ça, réduire ces heures qui sont la moitié du temps passé par un médecin dans des papiers administratifs? Est-ce qu'on doit revoir le système ou est-ce qu'une technologie dont on parlait tout à l'heure, comme l'IA ou d'autres, pourrait aider? Bon, je pense que les deux sont indispensables. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument revoir le système. Je ne crois pas que ce soit... Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Hein. Les approches par forfait pour l'ambulatoire, dans le fond, c'est une révision du système dont on ne sait pas les effets qu'elle aura. Mais c'est en tout cas une tentative de faire autrement. Donc, c'est bien. C'est comme je disais au début... Si on ne change pas, il n'y a aucune chance qu'on s'améliore. Donc, éventuellement, on se détériore, mais au moins, on peut le détecter, on peut dire « Ouh là là, c'était une mauvaise idée », on peut revenir en arrière, essayer autre chose. Mais si on reste sans changer jamais, on n'aura jamais aucune chance qu'on s'améliore. Donc, il faut changer le système, et je crois que le système, aujourd'hui, il est fondamentalement mal construit, parce qu'il n'a fondamentalement pas été construit pour une population dans laquelle on veut s'occuper des maladies chroniques d'abord, enfin aussi évidemment des maladies aiguës, mais pas que, dans lequel ce qui compte, c'est pas obligatoirement combien on fait d'actes, mais est-ce qu'ils servent à quelque chose, leurs résultats, la qualité de ces actes, l'impact de ces actes, etc. Donc, les fondamentaux du système de santé devraient être changés. D'un autre côté, il ne faut pas trop s'illusionner sur notre capacité à le faire. Et puis après, il y a des outils techniques qui peuvent soutenir c'est des instruments, des machins. Puis là, je pense qu'il y a des tas de machins, d'instruments qui peuvent améliorer potentiellement, en tout cas, la charge administrative. Mais, encore une fois, je pense que là aussi, il faut qu'on fasse attention à où est-ce qu'on met l'effort. Si aujourd'hui, vous allez vers un musicien, puis que, je sais pas, un musicien qui doit nettoyer sa trompette, qui doit nettoyer les instruments, qui doit ranger les instruments et tout, et puis que ça lui prend 2 heures par jour de nettoyer et de ranger ses instruments. Puis si vous lui dites « j'ai construit un truc qui ne va pas t'aider à nettoyer tes instruments, ça ne va pas t'aider à nettoyer, à ranger tes instruments, mais ça va faire de la musique à ta place. » Je ne suis pas sûr qu'il va être content, parce que dans le fond, la partie fun de son métier, il ne l'aura plus, et ce qui va lui rester, c'est la partie pas fun de son métier. Donc aujourd'hui, quand on travaille à des IA qui font la conversation et la relation et l'interaction avec un
avec une intelligence de santé et de médecine, et qui fait du diagnostic et propose de la thérapeutique, mais n'aide en rien à faire les tâches administratives et de planification et de logistique de soins et de tous ces trucs-là des professionnels de santé, on n'est pas en train de faire en sorte qu'ils vont être plus heureux demain et qu'on en aura assez, parce que l'attractivité de ces professions étant pas bonne, si vous pensez qu'on a 40% de nos médecins en Suisse qui facturent et chargent la malle, qui ont été formés à l'étranger, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Il y a aussi ce point d'accès à la connaissance qui me semble s'ajouter à tout ça dans ce métier qui était plutôt vu comme, comment dire, que c'est un peu le more power to you, c'est le peuple qui a accès à beaucoup d'informations, alors peut-être fausses, mais aussi très bonnes. Et puis ça me lie vers un projet que vous avez mené, je crois, ça s'appelle Integramap, oui, qui est le Google francophone de la médecine. C'est accessible à personne. À personne, ok. Je me demandais si c'était accessible à tout à chacun. Comme aujourd'hui, moi, je peux aller me renseigner sur... On va le rendre accessible, oui, mais enfin, vous pouvez le tester. Hein. Ok, mais c'est un projet qui était dans cette idée-là. Quel était l'objectif de ce Google? Bon, il y a deux questions là. La première, c'est la connaissance. Oui. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler qu'au début d'Internet, beaucoup de gens pensaient que l'Internet allait améliorer le monde, parce que quand tout le monde aurait accès à toutes les informations... C'était la grande vision. C'était un peu le grand rêve. Il n'y aurait plus de raison de se battre les uns contre les autres. On se rendrait plus compte que dans le fond, voilà, il y a des champs verts et des cailloux douloureux dans tous les endroits, et que partout, il y a des gens qui essayent d'être heureux et pas qui veulent tuer tout le monde, et enfin qui était un petit peu à l'opposé de ce qu'on pouvait voir dans les publications comme ces mensuels, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands publiaient des trucs où les Français mangeaient des enfants, et les Français publiaient des trucs où les Allemands mangeaient des enfants. Enfin, il y avait une vision de l'autre qui était de l'altérité, qui était vraiment, c'est un monstre. Et puis, avec l'Internet, un des idéaux qui a poussé à tout ça, c'était de se dire, on va tous pouvoir voir, et puis on verra bien qu'on est tous des humains, en fait, sur une Terre, et puis que, voilà, quoi, c'est génial. Et puis, personne n'avait anticipé les fake news et tous ces trucs-là. Et personne n'avait anticipé non plus le complotisme et le fait que des idées de complotisme ou négatives se propagent plus vite que les autres et des choses comme ça. Puis dans le fond, ça nous a, en tout cas moi, ça m'a montré que dans Unexpected Adverse Event, effet indésirable, inattendu, le mot vraiment important, c'est pas effet indésirable, c'est inattendu. C'est unexpected. Et que c'est très difficile de prédire quelque chose qui est inattendu. Et justement, c'est pour ça que c'est comme ça. Et moi, j'ai pas une idée très claire sur les effets inattendus de l'IA et de tous ces outils. Parce que, voilà, je sais pas plus que probablement beaucoup d'autres. Mais ce que je vois, c'est la puissance de ces outils. Et puis, ce que j'ai appris en médecine avec beaucoup de choses comme les chimiothérapies, les radiothérapies, les amputations, c'est que des traitements puissants et extrêmes ont des effets secondaires puissants et extrêmes. Ils ont des effets positifs puissants et extrêmes, mais ils ont aussi des effets négatifs puissants et extrêmes. Puis que dans le fond, c'est très basé sur un jugement de valeur de savoir ce qui est positif et négatif. Ils ont des effets puissants qui sont parfois positifs et qui sont parfois négatifs. Mais c'est la puissance de l'effet qui fait la différence. Et donc, vraisemblablement que ces outils vont avoir de puissants effets positifs et de puissants effets négatifs.
Et voilà, c'est un peu ce que je pense de ça. J'ai toujours en tête l'histoire d'un employé qui avait pas pu bénéficier ou pas développer en tout cas l'accès à l'écriture pour écrire des emails aux autres. Et en fait, quand le dirigeant d'entreprise a autorisé à tout le monde à utiliser ChatGPT ou un autre, cet homme s'est mis à écrire en fait à l'ensemble de ses collègues parce qu'il avait en quelque sorte une prise de... Enfin, la machine, les algorithmes, l'IA l'avaient... Empowered. Je cherche toujours le mot en français, mais... Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Je ne sais pas, il doit y avoir. Mais... Oui, il l'a mis en confiance, en tout cas, lui a donné la possibilité de s'exprimer. Et je trouvais que ça, c'était un effet très positif En fait, ça lui a redonné les mots pour pouvoir communiquer avec les autres. Il avait plein de choses à dire. Oui, ça a des effets positifs puissants. La simple possibilité, enfin, je vous ai écrit des SMS là tout à l'heure, les 3/4 de ce que je vous ai envoyé, je l'ai dicté, j'ai mon téléphone, j'ai parlé, enfin, j'ai mes trucs dans l'oreille, je parle comme ça écrit, et on relit, et puis de temps en temps, il y a des mots qu'il faut changer. Si on relisait pas, en gros, ça serait pas faux. Il y aurait probablement de temps en temps des gros problèmes parce qu'on dit un truc qui est totalement à côté de la plaque. Mais en général, on pourrait communiquer par écrit en n'étant pas capable d'écrire et on pourrait entendre une voix qui lit le texte sans être capable de lire. Et donc, en ayant des outils qui reconnaissent la parole et des outils qui lisent, on pourrait corriger ce qui a été dit, etc., etc. Donc, c'est incroyablement génial, ça. Mm-hmm. Mais je crois que c'est difficile aujourd'hui de mettre en doute la puissance de ces systèmes. Ce qui est inquiétant, c'est pas de surévaluer la puissance de ces systèmes. Ce qui est très inquiétant, c'est de ne pas considérer les garde-fous qui doivent être mis en place pour éviter que ces systèmes ne deviennent potentiellement délétères. Mm-hmm. Et il faut arriver à faire ça sans se passer de... Enfin, si on s'était vu en Valais, vous vous rappellerez probablement que j'ai dit qu'on était écartelé entre les frénétiques enthousiastes et les paranoïaques dramatiques. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, je trouve, de trouver des gens qui ont une approche qui est un peu au milieu, qui est lucide, où on dit il faut avancer, il est hors de question de ne pas avancer. Enfin, on n'est pas non plus obligé de se précipiter. On peut avancer avec intelligence, avec précaution. On avance, on consolide, on avance, on consolide. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, ça veut dire qu'on avance sans se mettre en danger. Avancer, oui, mais je pense qu'il y a quand même cette question d'accélération. Enfin, il y a aussi un certain rythme à suivre, il me semble, dans ces technologies qui vont si vite. Il y a des types qui gravissent des montagnes de fous avec des savates de gym sans aucun équipement et qui montent et qui descendent comme ça quasiment en courant. On n'est pas obligé d'être le premier dans ce jeu-là. Malheureusement, on a perdu notre vedette suisse qui faisait ça il y a quelques années. Je ne me rappelle plus de son nom maintenant. C'est celui qui courait hyper vite avec... mais qui grimpe comme ça. Juste, c'est flippant. Oui, on peut grimper comme ça. On peut aussi grimper avec un casque, avec des cordes, où on utilise des pitons, on sécure, on monte, Enfin, ça va aussi. Oui, ça va, mais je me demandais si on ne devait pas être quand même un petit peu plus vif que ce qu'on a été jusqu'à maintenant, qui était dans un monde quand même moins mouvant qu'aujourd'hui, ou peut-être pas finalement. Est-ce que ce monde a toujours été aussi mouvant ? Je ne sais pas. Mais j'ai une vidéo que je pourrais vous partager, qu'on m'a envoyée hier ou avant-hier, où il y a un gars qui essaye de montrer la production de CO2 d'une requête sur ChatGPT, puis qui ensuite, comme Sam Altman a dit qu'il y en avait 1 milliard par jour, calcule la production de CO2 par jour de ChatGPT, de trucs qu'on demande, et donne des exemples de trucs qu'on demande. Ça éveille en tout cas des souvenirs dans ma tête de trucs que moi j'ai demandé.
sur est-ce que une mini électrique a un toit ouvrant? Est-ce qu'il y a un modèle de mini électrique qui a un toit ouvrant? Parce qu'après avoir demandé 16 fois à Google et avoir jamais trouvé, j'ai demandé à GPT qui m'a répondu en 30 secondes, en 3 secondes. Et je me dis, quand même, quand on dit être plus vif, c'est être plus vif pour quelle chose? Utiliser plus des LLM ou veiller à ce que le réchauffement planétaire s'accélère moins vite? Parce que c'est paradoxal, hein, c'est des injonctions paradoxales. Ouais, c'est toujours une... C'est pour ça que je pense qu'être lucide et balancer les points me semble plus important que de juste dire on va aller plus vite. Est-ce que cette mini, elle existe en décapotable? Non, il n'y a pas en décapotable. Voilà. ChatGPT était plus efficace. Mais il m'a répondu juste. Ouais. Je sais pas. C'est une question qui est compliquée. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut aller dans le faire maintenant et avancer. Mais peut-être que... Moi, je pense que l'IA est une vraie opportunité pour l'humanité. Mais c'est pas une opportunité innocente. Et puis qu'aujourd'hui, la manière dont on fait de l'IA avec les LLM, c'est une opportunité qui a des déficits et des dangers importants. Donc, ce qu'il faut, c'est que nous, la Suisse, l'Europe, on soit smart et qu'on commence à dire, on sait que c'est faisable et on sait que notre cerveau, il est capable de le faire avec 1200 calories par jour et que quand même, ça marche pas mal. Et que si notre cerveau est capable de le faire avec 1200 calories par jour, c'est qu'on doit pouvoir être capable de faire quelque chose qui ressemble à ça sans obligatoirement avoir besoin d'une centrale atomique pour chaque cervelle. Parce que là, ça va être compliqué. Et donc, là, il faut être plus vif. Ouais. Ça, je pense, ouais. Je pense qu'il faut arrêter de jouer au bac à sable avec des gens qui utilisent les systèmes actuels pour résoudre des problèmes de manière qui vont être améliorés, mais de manière marginale à un coût gigantesque, et qu'ils se concentrent plutôt à utiliser leur cerveau à trouver des solutions qui permettront de résoudre les choses de manière tout aussi marginale, mais peut-être encore mieux, mais surtout à un coût moindre, avec des courbes d'apprentissage plus courtes, avec des puissances de calcul plus petites, avec des quantités de données plus faibles, avec des choses comme ça. Des teeny language models, pas des large language models. Ça nous va bien. Et je pense que c'est clever. Exactement. Tout simplement. Christian, est-ce que vous auriez une personne à nous recommander sur cette chaîne YouTube qu'on pourrait inviter? Smart, hein. Je rigole. Alors, ouais, il y a plein de gens. Il faut juste que je réfléchisse à un nom et que je l'aille dans ma tête. Vous pouvez nous donner un peu plus tard, j'ai une autre question. Ah, mais j'ai entendu plein de gens brillantissimes parler où je me suis dit, il faut que je photographie toutes ces slides, il faut que j'enregistre tout ce qu'ils disent. Et je sais pas... Pas de souci, pas de souci. Et est-ce que vous auriez une recommandation un livre qui vous a marqué, une chaîne YouTube que vous suivez, un podcast, pour transmettre de l'information sur cette chaîne? Alors moi, j'écoute plein de livres audio. Et puis, je sais pas si vous connaissez Harari et sa série de livres. Alors, je sais pas si... je pense que c'est des livres qu'il faut lire. Ça vaut vraiment la peine de les lire. Ça interroge. Et moi, quand j'entends le gars dire des trucs où vraiment j'avais jamais imaginé, j'avais jamais pensé à ça, je pense qu'il a une créativité incroyable. Mais se dire, dans le fond, le blé et le riz ont manipulé l'humanité pour leur évolution parce qu'ils étaient condamnés à survivre dans des petits bouts de terrain très particuliers et maintenant ils couvrent les plus grosses parties de terre arable de la Terre.
Et donc, c'est eux les grands gagnants de l'évolution. Je me dis, le blé et le riz. Et en fait, c'est peut-être le cas. Et c'est très perturbant de se dire que nous sommes juste les esclaves du blé et du riz. Ouais. Et ça donne une autre perspective sur l'évolution et la vie et la pérennité de la vie et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc oui, il y a des livres comme Harari. Après, je suis sur Blue Sky et donc c'est un petit peu moins riche que les YouTube et X et tout ça. Mais je suis plein de chaînes. Mais j'aime bien les chaînes scientifiques comme Nature, comme Science. Je pense que, en tout cas, une des choses que moi j'aime, c'est un peu de sortir de ma zone de confort dans ce que je connais bien. J'aime la science, vraiment tout, que ce soit de l'archéologie et je suis abonné à plein de trucs qui me disent plein de trucs sur la littérature, sur la sociologie, la psychologie, l'archéologie, la géologie et tout ça. J'essaye de lire tous les jours, tout ce que je reçois dans ces notifications. Et donc, c'est des journaux, des chaînes ou des machins assez généralistes comme justement Science, Nature et des choses comme ça. Et je lis tout. Et j'adore. Une chaîne musicale? Alors en musique, j'ai des goûts quand même un peu particuliers. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute énormément de musique synthétique, analogique, un peu vieillotte, genre les années 80, 90, des gens comme Kraftwerk et Klaus Schulze, et des gens comme ça. Christian Lovis, merci infiniment. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.